Bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais dans cette petite vidéo vous présenter une histoire du Data Warehouse jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas la prétention d'avoir la définition et pour tous ces mots qui paraissent pas si compliqués que ça, le gros souci en fait c'est qu'il y a autant de définitions qu'il y a d'acteurs. Donc j'aimerais dans cette vidéo vous donner quelques définitions mais surtout essayer de voir des concepts et essayer de comprendre que ces définitions sont à géométrie variable. Euh, J'aime beaucoup cette expression, cette analyse littéraire. Ce sont des expressions synecdotes, c'est-à-dire que une expression synecdote, c'est lorsque l'on prend le tout pour la partie ou la partie pour le tout. Euh, il y avait un poème de Victor Hugo où dans l'interprétation de ce poème, sur le passage de cette personne qui regarde au loin et voit, elle dit, je vois une voile qui arrive. Euh, Dire je vois une voile qui arrive depuis un port par la mer, ça veut dire je vois un bateau. S'il y a la voile, forcément il y a le bateau qui est en dessous. Voilà. Et donc, synecdote, c'est cette notion de prendre le tout pour la partie, et parfois la partie pour le tout, inversement. Et donc ces expressions data warehouse, data lake, BI, big data, euh, il y a beaucoup de mots comme ça où les définitions sont vraiment à géométrie variable, avec des choses qui rentrent ou pas dans le périmètre que l'on souhaite définir. Donc j'aimerais dans cette vidéo un objectif double. D'une part, vous rassurer sur ce que vous connaissez, vous rassurer en donnant quelques définitions sur lesquelles vous pourrez euh, vous asseoir et donc partir confiant, mais aussi vous perturber en essayant de partager avec vous ce fait qu'il n'y a pas une définition, mais qu'il y a plein de définitions et que vous pensiez connaître, mais en fait il y a d'autres définitions du même mot un peu différentes. Et c'est un vrai souci parce qu'il y a plein de projets où lorsque l'on discute avec des personnes, on pense par exemple qu'ils ont la même définition du mot data warehouse et il n'en est rien. Il y a autant de définitions qu'il y a d'acteurs. Chaque éditeur de logiciels, chaque intégrateur, chaque ESN, chaque entreprise, chaque organisation peut avoir sa définition. Et donc, chaque personne, en fonction de l'enseignant qu'il a eu, en fonction des livres qu'il a eus, en fonction de son expérience, peut avoir des définitions sensiblement différentes sur tous ces mots-là. Alors, le côté petite histoire, remonter un petit peu dans le temps, eh bien, c'est un luxe que l'on a à l'université et que je trouve très intéressant de voir un petit peu d'où viennent les mots, comment ça se passe, euh, prendre un petit peu de recul et voir que toutes ces choses-là sont pas forcément exactement nouvelles et qu'elles peuvent nous aider grandement. Alors, la petite histoire de la BI et du Data Warehouse, est-ce que cela commence hier? Pas exactement. Déjà en 1958, nous avions un chercheur d'IBM, Hans Peter Lund, pour ne pas le citer, qui nous définit la business intelligence de la manière suivante, donc comme cette capacité de présenter des interrelations entre les faits, de telle sorte que cela permette de guider les actions pour atteindre le but espéré. Alors je trouve cette définition un petit peu alambiquée, mais j'aime beaucoup cette idée dans la BI de mettre en lumière les faits par des indicateurs, par des chiffres, par des nombres, par des graphiques, de différentes manières, pour présenter la situation actuelle et un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, afin d'indiquer implicitement quelle est la voie à suivre. Afin de permettre de prendre les bonnes décisions pour savoir qu'est-ce qui pourrait se passer. Alors dans ce petit côté flashback, eh bien, je vais revenir sur cette image que j'apprécie beaucoup. Il y a très longtemps, j'avais une très vieille voiture et ça c'est en arrivant au bureau que j'ai pris cette photo. Mais j'aime beaucoup le concept qu'il y a derrière cette photo. Définir la BI, eh bien, trop souvent, on s'intéresse juste à cet aspect rétroviseur. Le rétroviseur qui nous permet de voir d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Donc ça, c'est très important dans la BI, essayer de voir d'où on vient, mais aussi avoir un tableau de bord.
Donc là, vous pouvez voir que je suis arrêté, mais que le moteur tourne, qu'il y a un petit peu d'essence, qu'on est le matin de bonne heure. Voilà, donc le tableau de bord, il n'y a pas d'alerte sur un problème moteur ou sur quelque chose. C'est très bien d'avoir un bon tableau de bord pour savoir où l'on est, pour avoir des indicateurs, mais pour conduire cette voiture, eh bien, c'est aussi très intéressant de non seulement avoir donc le passé, le présent, de manière très factuelle, mais aussi des prévisions, des prédictions. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur ces deux notions, mais essayer de savoir, alors pas de manière claire, nette et précise comme ce que l'on voit dans le rétroviseur. En BI, on modélise de différentes manières pour avoir des prévisions qui sont un petit peu floues, certes, mais qui vont nous permettre de prévoir qu'est-ce qui peut se passer éventuellement. Différents scénarios. On ne prévoit pas tout, mais quand même. Conduire une voiture, si vous voyez que devant vous, il y a un arbre à 500 mètres, par exemple, où une personne est en train de traverser, un enfant est en train de rattraper son ballon, et que vous êtes en train de rouler, je ne sais pas, peut-être à 80 km/h, c'est bien, mais par contre, il faut avoir des moyens d'action pour se dire, freiner, accélérer, tourner le volant, mais faire quelque chose. Alors, tout cela pour arriver sur cette notion que j'aime beaucoup, avoir des indicateurs SMART. Des indicateurs SMART, ce sont des indicateurs qui sont donc significatifs, mesurables, actionnables, avec un responsable et définis dans le temps. Significatif, qui a une raison d'être. À quoi ça sert? Comment on se rattache aux données? Donc, à quoi ça sert un indicateur? C'est une notion qui est très importante parce que si on regarde, si vous demandez aux managers des temps modernes, que j'aime bien critiquer de temps en temps, ils souhaitent tous des indicateurs. Ils veulent tous leurs KPI, leurs Key Performance Indicators, leurs indicateurs clés de performance. Et ils vous en proposent une pléthore. Et après, on peut mesurer à peu près n'importe quoi. On peut mesurer la satisfaction client de manière indirecte, certes, mais on peut quand même évaluer cette satisfaction client. Donc, on peut évaluer, mesurer des choses intangibles, on peut mesurer des choses tangibles, on peut mesurer plein de choses, ça peut être intéressant. Mais souvent, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont là uniquement pour satisfaire la jouissance pervers du chef. C'est-à-dire ce chef, ou plutôt ce chef-faillon, qui, pour prendre ses décisions, eh bien, ces soi-disant décisions, parce qu'en fait, ils n'en prennent pas forcément tant que ça, souhaitent des chiffres pour s'appuyer dessus. Mais les indicateurs juste pour le flicage ne servent absolument à rien. Et donc, plutôt qu'un long discours, un petit exemple, c'était un projet il y a plus de 10 ans où dans cette grande entreprise, ils ont demandé à tous les managers quels étaient les indicateurs qu'ils souhaitaient. Et tous ces managers ont été très prolifiques. Ils ont proposé un petit peu plus de 2100 KPI. 2100 indicateurs. Est-ce que vous imaginez le matin, vous arrivez au bureau et vous regardez votre tableau de bord où il y a 2100 indicateurs? Alors, chaque indicateur est peut-être très intéressant, mais sont-ils smart? Sont-ils significatifs, mesurables, actionnables, avec un responsable et définis temporellement? Eh bien, en l'occurrence, sur ce projet BI, heureusement, il y avait un chef de projet qui avait plein de bon sens et qui a demandé pour chaque indicateur, eh bien, quel était le plan d'action à mettre en place si cet indicateur tournait au rouge. Donc, si l'indicateur tourne au rouge, s'il est plus dans la zone verte ou dans la zone de confort, eh bien, qu'est-ce que l'on doit faire? Actionnable. Et donc, j'ai illustré ce propos avec cette photo. Si je vois que il y a un petit garçon qui est en train de rattraper son ballon et que je roule à une vitesse non négligeable, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux freiner? Est-ce que je peux tourner le volant? Est-ce que je peux l'éviter? Qu'est-ce que je peux faire? Si votre indicateur, il n'y a aucun plan d'action derrière, eh bien, c'est souvent un indicateur juste pour satisfaire la jouissance pervers du chef, mais qui ne sert à rien. Donc, avoir des indicateurs significatifs, ça c'est très important. À quoi ils servent? Mesurables. Quelle est la règle de calcul sur comment on les mesure?
Euh, il y a plein de manières de mesurer la même chose, actionnable. Si il tourne au rouge, j'ai un plan d'action à mettre en place avec un responsable. Euh, alors, pour illustrer ces quatre mots, je peux prendre un autre petit exemple. Ça peut être le helpdesk, l'IT interne d'une organisation, donc le service informatique. Et à chaque fois qu'il y a un problème, parce qu'on n'arrive pas à imprimer, parce qu'on n'arrive pas à se connecter au web, parce qu'un ordinateur est tombé en panne, parce qu'une application est tombée en panne, parce qu'il y a un bug qui traîne quelque part, eh bien, on ouvre un ticket et peut-être que pour les tickets de niveau 1, le temps de résolution doit être admettons, 48 heures en, de jours ouvrés. Là-dessus, euh, donc on a un indicateur, on voit comment on le mesure. Euh, il y a un responsable, le responsable de l'IT, et donc si cet indicateur commence à tourner au rouge, parce que il y a trop de tickets, pas assez de personnes pour répondre, parce qu'il y a trop de problèmes, le responsable, son rôle, eh bien, ça peut être d'avoir différents plans d'action. Ça peut être augmenter les équipes pour avoir plus de personnes pour répondre à toutes ces questions, pour faire mieux face à l'afflux de tickets qu'il peut avoir. Ça peut être différentes choses. Mais il faut un responsable, si l'indicateur tourne au rouge, qui ait des plans d'action. Là, on a des vrais indicateurs et pas juste du flicage. Ça devient très intéressant. Temporellement indéfini, à quelle périodicité je le regarde, on a quelque chose de très intéressant. Je vais revenir sur la notion de mesurable. Mesurable, vous avez tous entendu parler du turnover en ressources humaines. Donc turnover, c'est le taux de roulement. Si on ne précise pas en ressources humaines, c'est le chiffre d'affaires. Le turnover en général, donc le chiffre d'affaires, n'est pas le turnover en ressources humaines, qui est donc le taux de roulement des employés. Et pour faire un mini scénario, vous pouvez imaginer qu'il y a cette réunion entre la direction générale et le comité d'entreprise et les syndicats. Les syndicats, ces personnes que l'on a élues pour nous représenter, salariés, et essayer d'obtenir un petit bout de gras, et essayer de nous défendre vis-à-vis de la direction. Et donc, on peut imaginer, j'imagine un scénario, c'est juste pour illustrer, euh, un syndicaliste un petit peu virulent qui commence à agresser la direction générale. Oui, je comprends pas, il y a une ambiance délétère, vous nous prenez pour des imbéciles, on est tous sous-payés. Regardez, le taux de turnover est de 25%. Et la direction générale qui répond de manière un petit peu offusquée. Mais qu'est-ce que vous disiez là? Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Le taux de turnover volontaire est seulement de 2,5%. Je ne peux pas tolérer des mensonges de telle sorte, etc. Je vous laisse imaginer ce scénario qui pourrait se passer à peu près comme ça. C'est pas ça qui m'intéresse, cette lutte, ce théâtre assez récurrent dans les entreprises. Ce qui m'intéresse, c'est d'un point de vue BI, comment deux personnes dans une même organisation n'ont pas les mêmes chiffres. Il y en a un qui dit 25%, l'autre qui dit 2,5%, peu importe. Mais mon histoire, c'était juste pour dire, on a deux chiffres différents. Ça arrive très 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 souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne puisse l'imaginer. Pourquoi dans des grandes organisations où l'informatique a été mise en place depuis longtemps, où il y a plein de systèmes d'information, etc., on arrive à avoir tant de différences entre les chiffres entre deux personnes? Et là, j'aime beaucoup cette citation de Churchill. Je n'aime que les statistiques que j'ai moi-même falsifiées. Les chiffres, présenter des chiffres, faire des statistiques, quelque part, ça peut revenir à falsifier un petit peu les nombres. Il faut faire attention. Et donc, sur le turnover en ressources humaines, eh bien, on peut imaginer que si on a envie de gonfler le chiffre pour revendiquer une situation délétère dans une entreprise, eh bien, on va prendre, par exemple, le taux de sortie et s'occuper de toutes les personnes qui quittent l'organisation. Et donc prendre les départs, les personnes qui démissionnent, les personnes qui sont virées, les personnes qui arrivent en fin de CDI, qui arrivent en fin de stage, qui partent à la retraite, qui sont décédées. Il y a différentes conditions qui amènent à la rupture du contrat de travail entre un employeur et son employé. Et donc, si on prend tous les départs sur le nombre d'employés total de l'entreprise, c'est une façon de mesurer le taux de turnover, le flux sortant du turnover,
il y en a d'autres, je vais y revenir. Mais donc, mesurable, quelle est la règle de calcul? Ça, c'est très important. Et si vous voulez que ce chiffre soit gros, eh bien, vous allez mettre le plus gros nominateur, donc prendre tous les départs, et vous allez prendre le plus petit dénominateur, à savoir si, par exemple, sur un mois, sur une année, il y a différents chiffres du nombre d'employés, par exemple, le nombre d'employés le dernier jour du mois, eh bien, vous pouvez prendre le plus petit chiffre, comme ça, vous aurez le plus gros taux de sortie. Alors que, au contraire, si vous voulez minimiser ce chiffre, eh bien, vous allez prendre, par exemple, uniquement les personnes qui démissionnent de manière volontaire. C'est-à-dire les personnes qui sont virées, vous les prenez pas en compte, les personnes qui partent à la retraite, vous les prenez pas en compte, uniquement les personnes qui démissionnent, qui partent. Et même, on peut soustraire sur le taux de départ volontaire ceux qui partent pour raison familiale. Un cas qui arrive de manière assez classique. Monsieur a une promotion dans une filiale à l'autre bout du pays. Madame démissionne pour le rejoindre. J'aimerais bien qu'il y ait l'égalité entre les hommes et les femmes et que ça soit aussi dans l'autre sens, mais bon, ça c'est un autre problème. Le taux de départ, donc volontaire, vous allez prendre le plus petit nominateur et le plus gros dénominateur si vous voulez minimiser le chiffre, et donc prendre uniquement les personnes qui démissionnent de manière volontaire sans inclure celles qui démissionnent pour regroupement familial. Bref, tout ça pour dire, un indicateur SMART, vous devez avoir une raison d'être, à quoi il sert de mesurer cet indicateur, pourquoi on l'a créé et quel est son objectif, donc une définition, une mesure, quelle est la règle de calcul, comment viennent les chiffres, comment je les agrège, comment je les combine, quelle est la règle de calcul mesurable, actionnable avec un plan d'action, avec un responsable qui, s'il tourne au rouge, puisse mettre le plan d'action en route, et s'il n'arrive pas à revenir au vert, généralement, ça peut être chaud pour ce responsable. Et à mesurer, alors ça peut être toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tout dépend de l'indicateur en question. Bref, avoir des indicateurs SMART, ça c'est très important. La BI, dans ce mot Business Intelligence, il y a présenter des indicateurs et, si possible, demander des indicateurs SMART avec ces 5 points. Si votre futur chef, votre client vous demande un indicateur et qu'il n'est pas SMART, qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Certainement pas, je le fais pas, mais plutôt oui chef. On commence par dire oui, et puis après on peut expliquer oui, mais alors c'est possible de créer cet indicateur d'un point de vue technique, mais à quoi il sert? Est-ce qu'il y a un responsable? Comment je vais pouvoir l'utiliser? Et ça me semble très très important. Dans la bibliographie, je vous ai mis un livre que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Stratégie absurde, comment faire pire en voulant faire mieux, mettre en place des indicateurs de performance. C'est un petit livre de professeur Maya Beauvalet, que, si j'écorche pas son nom, qui je trouve est très intéressant. Et quand on fait de la BI, c'est important de savoir à quoi ça va servir, où est-ce qu'on va, comment on va le faire. Mais revenons à la notion de définition. BI, Business Intelligence, donc business, les affaires, vous connaissez tous la traduction de ce mot anglais en français. Intelligence, c'est un faux ami. Et là, en l'occurrence, dans le mot BI, c'est plutôt que l'intelligence, la connaissance, le renseignement. Donc la traduction littérale de la Business Intelligence, c'est avoir une bonne connaissance des affaires. Si vous avez une bonne connaissance des affaires, du business, eh bien, vous allez pouvoir normalement mieux gérer votre business. C'est la Business Intelligence. Business Intelligence, BI, c'est le mot anglais. En français, ça a longtemps été traduit par le mot informatique décisionnelle. L'informatique qui permet de prendre des décisions, qui permet de faire ces différents indicateurs. Alors, le mot Data Warehouse, entrepôt de données, est vraiment sorti en 1989 sur un papier de Bill Emmon. Donc Bill, c'est le diminutif de William. Son vrai nom, c'est William H. Emmon. C'est l'un des deux papas du Data Warehouse. Le deuxième, c'est Ralph Kimball.
Et donc, en 1989, premier papier de Bill Lemon qui nous dit qu'il nous présente le concept d'entrepôt de données. Bill Lemon est un grand monsieur qui a écrit énormément de livres. Je suis très loin de les avoir tous lus, mais quelques-uns quand même. Et donc, ça c'est mon but dans cette petite vidéo, c'est vous présenter un petit peu l'historique. Et donc, Bill Lemon a sorti son premier livre qui s'appelle tout simplement The Data Warehouse en 90. Et notamment, c'est dans un papier, si ma mémoire est bonne, j'ai un petit doute là de tête, en 92, où il nous dit qu'une base de données décisionnelle est une base de données donc historisée, intégrée, non volatile et orientée métier. Donc ça, c'est la définition finalisée en 96. Le Data Warehouse est une collection de données historisée. Je vais dater les choses. Non volatile, ça ne bouge pas. Intégrer les informations viennent de plusieurs systèmes d'information et orienter sujet, orienter métier. Ça, c'est une chose importante. Le corollaire de cette définition, qui a déjà commencé en 89, mais qui a été finalisée en 96, c'est d'avoir des bases de données qu'on appelle des schémas en étoile. Alors, je voudrais vous parler un petit peu du schéma en étoile. Et j'avais ici un schéma en étoile, c'est un petit exemple. Alors, un schéma en étoile, il y a une base de faits en plein milieu. Dans la base de faits, vous allez avoir vos indicateurs. Donc ici, par exemple, il y a le chiffre d'affaires, total retail price, le total de la vente au détail, le chiffre d'affaires. Vous avez la quantité, les remises, des choses. Ça, c'est les indicateurs. Avec la table de faits, vous avez des clés étrangères. Et donc ces clés étrangères, avec la clé étrangère Customer DIM, on va avoir dans la table de dimension Customer DIM avec cette clé étrangère, donc ici cette clé primaire plutôt, primary key Customer DIM, le détail sur le client. Avec la clé de l'organisation, on va avoir le détail sur l'employé. Avec la clé géographique, on va avoir le détail sur l'adresse, etc. Et donc, on a un schéma en étoile. Donc, Bill Lemon, à partir de 89, commence de nous dire pour faire une base de données décisionnelle, il faut dénormaliser et donc il faut avoir des schémas en étoile, notamment, pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Alors, pour comprendre le schéma en étoile, les bouquins de Bill Lemon sont très intéressants, mais je préfère le livre de Ralph Kimball de 2002, qui s'appelle, du moins, la deuxième édition traduite en français en 2002, qui s'appelle Modélisation dimensionnelle en français. Sinon, vous avez aussi la troisième édition où vous pouvez retrouver le PDF en anglais à la bibliothèque. Mais Ralph Kimball nous dit, pour faire un schéma en étoile, comment on le conçoit? D'abord, il faut regarder quelle est la problématique. Quelle est la problématique? Par exemple, là, l'analyse des ventes. Après, quelle est la granularité? À quel niveau de détail on veut descendre? Ça peut être sur l'axe temps. Est-ce qu'on reste à la minute, à l'heure, au jour, à la semaine, au mois? Quel est le niveau de détail sur les produits? Est-ce que je vais au niveau produit, au niveau groupe de produits, catégorie de produits, ligne de produits? Est-ce que je vais au niveau géographique, à l'adresse ou au département, à la région, au pays, au continent? Par exemple, quel est le niveau de granularité que je souhaite? Quelles sont les dimensions? Donc là, on a 5 dimensions sur ce schéma en étoile: la dimension temps, la dimension produit, la dimension géographique, la dimension client et la dimension organisation. Et enfin, quel est le fait? Et ça, c'est très important. Si je résume, il nous dit 1, quelle est la problématique, 2, la granularité, et 3, les dimensions, 4, quel est le fait? J'ai peut-être dit une bêtise, c'est peut-être d'abord les dimensions avant la granularité, mais ça ne change pas beaucoup. Ce qui est très important, c'est que c'est d'abord la problématique avant de quel est le fait, alors qu'il y a plein de data warehouse qui ont été créés avec je voudrais le chiffre d'affaires par produit, par client, par ceci et cela. Et ça, c'est un gros piège. Il ne faut pas commencer par qu'est-ce que je veux analyser, par exemple le chiffre d'affaires par ceci ou par cela. Il faut commencer, je veux analyser l'analyse des ventes pour essayer d'améliorer les ventes, ou je veux essayer de mieux comprendre les achats. Voilà. Donc le schéma en étoile, ça c'est les notions de base.
Et après, si vous continuez de lire proprement ce livre de référence modélisation dimensionnelle de Ralph Kimball de 2002, eh bien, il y a le concept général, comme on fait chez mon étoile, et puis après, il y a les exceptions qui confirment la règle. Par exemple, on peut avoir des dimensions dégénérées. Ici, sur ce petit cas-là, il y a par exemple le canal de vente, soit c'est par Internet ou soit en magasin, et donc c'est cette petite ligne order type. Au lieu d'avoir une table de dimension avec un magasin, deux Internet, eh bien on met directement le canal de vente dans la table de fait. Donc ça, c'est une dimension dégénérée. Ici, dans ce petit cas-là, il y a une super dimension. La dimension produit, il y a aussi bien des informations sur le produit que sur le fournisseur, parce que chaque produit dépend d'un seul fournisseur, et donc c'était plus simple de mettre les deux ensemble. Vous pouvez aussi avoir eh bien, des tables de faits sans faits. Donc en anglais, factless, fact table. Une factless fact table, une table de faits sans faits. L'exemple qui est pris, c'est pour, par exemple, comptabiliser le nombre de personnes qui sont recrutées. Et on peut regarder le recrutement, d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent du site web? Est-ce que c'est une candidature spontanée? Ça, c'est une dimension. Une autre dimension, ça peut être pour quel type de poste. Une troisième dimension, la période, etc. Et donc, un recrutement, on peut avoir une dimension avec le salaire, mais dans la table de faits, il n'y a pas de valeur sur un recrutement. On a fait le recrutement ou on n'a pas fait le recrutement. Et donc, on va juste avoir aucun fait dans la table de faits, que des clés étrangères sur les tables de dimension. Et après, je peux compter le nombre de recrutements par période de temps, par canal, par poste, etc. Donc, on peut avoir des tables de faits sans faits. Il y a comme ça plein de petites astuces, de petites règles sur le schéma en étoile qui sont très importantes à regarder. Le schéma en flocon, donc l'idée du schéma en flocon, plutôt que d'avoir des choses dénormalisées, par exemple ici vous avez le nom du produit, le groupe de produits, la catégorie de produit, la ligne de produit. Ça veut dire que si vous regardez une ligne de cette table ProductDim, pour chaque produit, d'un même groupe de produits, on va répéter le nom du groupe de produits autant de fois qu'il y a de produits. On va répéter la catégorie de produits autant de fois qu'il y a de produits à l'intérieur. Ça prend pas mal de place. Et donc, un schéma en flocon, l'idée, ça va être de normaliser. Au lieu d'avoir une table produit, eh bien, on va avoir la table produit qui dépend de la table groupe de produits, qui dépend de la catégorie de produits, qui dépend de la ligne de produits, et ainsi de suite. Alors, le schéma en flocon est mort à la fin des années 90. Parce que ça vaut pas le coup de dénormaliser des tables de dimension. Et le schéma en étoile a vraiment été la base du Data Warehouse, donc de 89 à, si ma mémoire est bonne, mars 2005. Mars 2005, Bill Emmon a sorti un papier qui pour moi a fait référence, qui s'appelle le Enterprise Data Warehouse. Alors le Enterprise Data Warehouse, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un Enterprise Data Warehouse par rapport à un Data Warehouse? Donc un entrepôt de données d'entreprise par rapport à un entrepôt de données tout court. S'il y a le mot Enterprise dedans, forcément c'est plus cher. Ça veut dire un petit peu plus complexe. Et dans ce papier de 2005, Bill Emmon nous dit, eh bien, ça fait 15 ans, donc de 89 jusqu'à mars 2005, que je vous dis que pour faire un entrepôt de données, il faut faire des schémas en étoile. Et si vous avez plusieurs schémas en étoile, eh bien, vous pouvez donc partager les tables de dimension entre plusieurs schémas en étoile. Ça s'appelle donc un schéma en constellation. Et Bill Emmon appelle ça un bus décisionnel parce que les tables de dimension sont des bus entre les schémas en étoile. Et donc Bill Emmon en mars 2005 nous dit, eh bien, je vous ai dit pendant 15 ans que pour faire un entrepôt de données, il fallait dénormaliser, faire des schémas en étoile. Et bien en fait, je vous ai dit des conneries. Donc Bill Emmon a enterré, tué le schéma en étoile qu'il avait créé en 89. Il l'a tué en mars 2005. Et donc depuis mars 2005, donc aujourd'hui en 2020, cela fait déjà plus de 15 ans, eh bien normalement il n'y a pas de schéma en étoile. Maintenant, si votre chef ou votre client vous demande de faire un schéma en étoile, la réponse est oui chef. Mais néanmoins, Bill Emmon nous dit depuis 2005 qu'il ne faut pas faire de schéma en étoile pour faire un entrepôt de données.
Alors, s'il n'y a plus de schéma en étoile, et je ne serais pas surpris que certains voient encore des schémas en étoile aujourd'hui en 2020, alors que c'est mort depuis longtemps, mais ça, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en fait, avant le schéma en étoile, avant 2005, il y avait déjà cette notion de data store ou ODS comme opérationnel data store, donc une copie des données opérationnelles normalisées, troisième forme normale, comme les systèmes opérationnels que l'on va retrouver dans les bases de données qui gèrent les ERP. Donc l'ERP le plus classique, SAP, qui peut être sur une base qui a longtemps été sur une base Oracle, qui peut être sur une base SAP HANA en mémoire, mais il y a d'autres ERP et d'autres SGBD transactionnels. Pour concevoir ces bases de données transactionnelles, on va normaliser les données. Pour concevoir le Enterprise Data Warehouse, normalement, on va normaliser et il n'y a plus de schéma en étoile. Donc, ce data store, des bases de données normalisées. Par contre, quelle est la différence entre ces bases de données de l'entrepôt décisionnel par rapport aux bases de données des ERP? Eh bien, les données ici sont historisées, intégrées, non volatiles, mais pas le troisième point, orienté métier. Orienté métier, c'est le schéma en étoile. Si on enlève le orienté métier, on a ces data stores ou ces Enterprise Data Warehouse avec des bases de données normalisées. Dans ces bases de données normalisées, l'idée, c'est que les choses soient historisées, intégrées. Donc intégrer des choses qui nous viennent des ERP, des différentes applications opérationnelles via l'ETL, mais qui nous viennent aussi de l'extérieur, de sites web. On peut avoir des connecteurs, ça peut être des web services, ça peut être des API qui nous permettent d'intégrer énormément de données pour faire notre Enterprise Data Warehouse. Donc Enterprise Data Warehouse, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise depuis 2005 sur le sujet et dans lequel il n'y a plus ce schéma en étoile. J'ai fait ce petit schéma juste pour voir l'historique de comment ça pouvait évoluer. Déjà depuis les années 2000, il pouvait y avoir un data store qui charge des data mart avec des schémas en étoile. À partir de 2005, normalement, il n'y a plus de schéma en étoile. Je vais revenir. Entre 2005 et 2010, il y avait parfois temporairement des schémas en étoile pour charger les cubes. Je reviendrai sur le cube un petit peu plus tard. Donc, une base de données historisée, intégrée. Je vais prendre le premier mot, intégrée. Ça veut dire qu'on peut intégrer des choses diverses et variées pour les intégrer dans notre base de données Enterprise Data Warehouse. Historisée et non volatile, prendre un petit exemple. Dans votre base de données opérationnelle, si je prends le solde sur votre compte courant, combien vous avez d'argent sur votre compte, à chaque transaction, ce solde va bouger. Vous rajoutez de l'argent, vous enlevez de l'argent, vous en retirez, vous en déposez, ce solde va bouger. Dans le Enterprise Data Warehouse, eh bien normalement, le solde, il ne bouge pas. On dit le solde à telle date. Et s'il y a une nouvelle transaction, une nouvelle ligne avec le solde, avec la nouvelle date. Dans le Enterprise Data Warehouse, on ne modifie pas les données, on ne fait que rajouter des données. Excusez-moi. Hop là. Donc, historisé non volatile, ça veut dire que les choses vont être datées. Orienté métier, un schéma en étoile était orienté métier. Un schéma en étoile, c'est pour répondre à une problématique, l'analyse des ventes ou l'analyse des achats ou l'analyse du recrutement, par exemple. Dans le data store, dans le Enterprise Data Warehouse, je vais tout avoir. Alors pourquoi il n'y a plus de schéma en étoile à partir de mars 2005? Pourquoi le schéma en étoile est mort en 2005? Eh bien, justement, le schéma en étoile, on dit quelle est la problématique? Et le but de l'entrepôt de données d'entreprise, eh bien, ce n'est pas de permettre de répondre à des questions du passé, parce qu'un schéma en étoile, on a une problématique qui a été définie dans le passé et on fait un schéma en étoile pour une problématique. Le but de l'entrepôt de données d'entreprise, eh bien, c'est d'avoir toutes les données qui me permettent de répondre aussi aux questions de demain. Et maintenant, on a des outils de reporting qui permettent de masquer totalement la complexité de ces bases de données normalisées et d'avoir accès à toutes les données. Ça va peut-être générer des requêtes avec des dizaines et des dizaines de jointures. C'est pas grave. On a des technologies qui nous permettent de tenir la charge même si on a des jointures avec des dizaines de tables. Et ça va
nous permettent d'avoir toutes les données de détail et donc de répondre potentiellement à des questions déjà définies ou à de nouvelles questions qui n'avaient pas été définies au moment de la conception de l'entrepôt de données. Ça, c'est une chose très importante. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur le cube. Qu'est-ce que c'est que le cube? Le cube, hop là, OLAP, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, OLAP, cela date déjà un petit peu, Online Analytical Process. Alors, contrairement aux bases de données relationnelles classiques avec des tables qui ont uniquement des lignes et des colonnes, un cube va avoir des lignes, des colonnes et une profondeur. Et donc, un hypercube pourrait avoir 4, 5, 6 dimensions. Le problème, c'est que dire hypercube multidimensionnel OLAP dans la conversation, c'est un petit peu difficile. Donc, OLAP, cube, hypercube, multidimensionnel, tout ça, ça veut dire la même chose. C'est apparu à la fin des années 90. Il y a eu différentes technos multidimensionnelles. Et pourquoi on a fait ces cubes? Eh bien, à l'époque, un bon moyen d'avoir des temps de réponse excellents à plein de requêtes de plein d'utilisateurs en même temps sur la même base consistait à précalculer un certain nombre d'agrégats, un certain nombre de totaux logiques, de telle sorte que quand l'utilisateur se connecte, s'il y a déjà la réponse à la question dans la machine, ça va nettement plus vite. Alors, je voudrais vous parler de 3 types de cubes, les cubes ROLAP, MOLAP et HOLAP. ROLAP, relationnel OLAP, j'ai l'impression d'avoir un cube, ça a le goût d'un cube, mais ce n'est pas un cube. En fait, derrière, ce sont des bases de données relationnelles classiques. Multidimensionnel OLAP, c'est la forme la plus pure de cube. Et hybride OLAP, c'est le compromis entre les deux. Donc le relationnel OLAP, j'ai une structure qui est en fait des bases de données relationnelles et j'ai l'impression d'avoir un cube. Donc il n'y a pas de structure dédiée et je vais devoir calculer la somme du chiffre d'affaires par année, la somme du chiffre d'affaires par pays à la volée à la demande de l'utilisateur. Contrairement à la structure de cube multidimensionnel, eh bien, je vais précalculer tous les agrégats. Donc la somme pour une année, pour un mois, pour une journée, pour un produit, pour une ligne de produit, pour une catégorie de produits, etc., etc., etc. Je vais précalculer tous les agrégats possibles. Si vous vous rappelez de votre cours de proba, combien il y a-t-il de combinaisons de n parmi p? Eh bien, si ma mémoire est bonne, c'est factoriel n sur n-p factoriel p factoriel. Donc c'est factoriel, ça a juste tendance à exploser très très vite. Donc là, avec un MOLAP, on a directement accès à l'information. Alors, ce petit graphique tout bête, dans le premier graphique, comme dans le second, j'ai mis horizontalement la complexité. Donc la complexité, c'est plus il y a de données, plus il y a de dimensions, plus il y a de hiérarchie, plus il y a de données. Ça, c'est la complexité. Et donc, ici, sur le premier graphique, c'est l'espace disque, le temps de chargement. Alors que sur le deuxième graphique, le temps de réponse à une requête. Et donc, mon cube ROLAP, eh bien, j'ai pas de structure dédiée et il est relativement toujours petit, même si la complexité augmente. Par contre, il va exploser en termes de temps de réponse. Donc là, cette courbe verte, quand la complexité augmente, le temps de réponse va exploser. Si vous avez plein d'utilisateurs qui en même temps demandent à la base de données combien j'ai fait de chiffre d'affaires par année, par produit, etc., etc., la base de données pourra avoir du mal. Contrairement au cube OLAP, si j'ai déjà calculé la réponse à la question avant que la question ne vienne, eh bien, quelle que soit la complexité du cube, j'ai un temps de réponse toujours très très bon. Par contre, l'espace disque va littéralement être consommé de manière exponentielle, factorielle, parce qu'il va falloir calculer toutes les combinaisons possibles. Ça peut prendre énormément de place, voire totalement exploser. Et donc, il y a le compromis entre les deux, le HOLAP, hybride OLAP, qui permet de gérer la différence entre les deux. Ces technologies OLAP, ça a été très très intéressant de la fin des années 90 jusqu'à à peu près le tournant 2010. Pourquoi? Parce que notamment, un petit peu après 2010, sont apparues les bases de données in-memory distribuées. Alors les bases de données, le fait de mettre les données dans la RAM existe depuis très longtemps, les années 80. Par contre, le fait d'utiliser la RAM de plusieurs machines comme si c'était une seule machine, ça c'est beaucoup plus récent, cette petite subtilité. Et donc maintenant avec les bases de données in-memory, avec les bases de données en RAM, on n'a pas besoin de précalculer un certain nombre d'agrégats. Je voulais faire cette petite parenthèse sur le cube OLAP. Mais donc le cube OLAP a eu de très belles heures de la fin des années 90 jusqu'à à peu près 2011.
et maintenant ça a totalement disparu. Nouveau point. Quelle est la différence entre une base de données transactionnelle et une base de données décisionnelle? Dans une base de données transactionnelle, il y a notamment des rollback segments qui sont très très importants. Dans une base de données décisionnelle, il n'y a pas de rollback segment. Mais plus ça va, plus la frontière entre les deux est très très faible. Entre opérationnel et décisionnel, les choses sont assez confuses. Donc, vous avez notamment, pour certaines entreprises, si la base de données opérationnelle est in-memory, il n'y a pas forcément besoin de dupliquer les données dans un entrepôt de données décisionnel pour faire d'autres choses. Est-ce que l'on va mettre du data mining? Cette slide est un petit peu vieille. Maintenant, on parlerait plutôt de machine learning, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Data mining, machine learning ou deep learning sont des choses très intéressantes. L'analytique en général, qu'est-ce que c'est que l'analytique? Ça va aussi bien depuis les statistiques, mais c'est aussi la recherche opérationnelle, l'économétrie, le text mining et plein d'autres choses. Et pour moi, mais vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi, le data mining, c'est la même chose que le machine learning. Le data mining, c'était le mot qu'on a utilisé à peu près de 97 jusqu'à 2011. Depuis, c'est plutôt le mot machine learning, mais le machine learning était déjà utilisé dans les années 70, donc c'est quand même très très vieux. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes en 2020 et là je vous ai présenté des choses qui étaient quand même très très vieilles. J'ai pris cette slide que j'ai fait il y avait plus de 10 ans. J'ai souvent cette remarque, bon, il y a les vieux entrepôts de données, puis maintenant on fait des data lakes, parce que dans les data lakes, il y a des données non structurées. Alors j'ai repris le livre qui a été co-signé par Bill Lemon de 2008, qui s'appelle Data Warehouse 2.0. Et dans ce livre-là, eh bien, Bill Lemon nous parle des données donc froides sur le disque dur, des données tièdes sur de la mémoire flash, disque type SSD, ou les données chaudes qui sont dans la RAM. Donc ça, c'est pour reprendre un petit peu dans ce qu'il écrit dans son livre qui date de 2008. Et donc, il nous dit que 20% des données sont des données structurées, normalisées et dénormalisées, mais donc à partir de 2005, il commence à nous dire il ne faut plus de dénormaliser. Puis depuis 2010, il y a plus de OLAP ou de constellation. Il n'y a que des données normalisées sur les données structurées et il y a aussi des données non structurées. Alors, il nous cite ce chiffre de 80%, qui est un petit peu arbitraire. Il le dit très très bien, mais ça peut être du texte, des images, du son, de la vidéo, plein d'autres choses. Et donc, quand j'entends le big data, le data lake, c'est un nouveau truc. Maintenant, on est capable de gérer des données non structurées, alors qu'avant, dans le data warehouse, il y avait que des données structurées. Non, il faut aller chercher les sources, mais on avait déjà, on parlait de Data Warehouse 2.0 avec cette notion de essentiellement non structuré et un peu de structuré. C'est pas tout neuf. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, notre entrepôt de données est devenu l'entrepôt de données d'entreprise à peu près en 2005, avec la mort du schéma en étoile. Puis, à partir du tournant 2010, eh bien, ce mot est tombé en désuétude et maintenant on parle de data lake, le lac de données. Et pareil, pour moi, le livre de référence sur le sujet reste celui de Bill Lemon qui s'appelle Data Lake, tout simplement. Où l'idée, c'est vraiment d'avoir ces bases de données distribuées en utilisant la technologie donc in-memory distribuée de manière massive. Mais le but est toujours de fournir des outils de pilotage, des outils de reporting, de supporter le machine learning et d'avoir une administration forte avec une gestion des métadonnées et de la traçabilité très importante. Parce qu'une base de données, si vous avez des données de mauvaise qualité, c'est un gros souci. Donc une petite parenthèse sur la qualité de données. La qualité de données, il y a plusieurs choses. Ça date depuis très longtemps, mais il y a notamment la notion de normaliser, ou traduction du mot standardiser, normaliser les données et essayer d'avoir une structure cohérente. Et ça, c'est pas toujours simple. Peut-être que certains d'entre vous seront data stewards. Le steward dans l'avion s'occupe de vous, le data steward s'occupe
de la donnée. Sur la qualité de données, il y a essayer de normaliser les données. Il y a aussi une chose très très importante, avoir toute la traçabilité depuis la source jusqu'à la cible de manière sécurisée, intégrée et non falsifiable. Et cette notion de créer un entrepôt de données qui soit un référentiel unique avec les données et les métadonnées qui permettent d'avoir une vision unique de la donnée, one single version of the truth. Ça, c'est un sujet qui est vraiment très très important. Alors, j'aurais encore plein de choses à vous raconter sur le Data Warehouse et le Data Lake. Et puis, vu mon début de parole, ça doit être un petit peu soporifique. Donc, je pense que c'est le bon moment pour faire une petite pause et arrêter cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.